Et si je vous disais que l'invention du vélo moderne pourrait être liée au fait que les femmes vont être décisives lors des prochaines élections américaines? Cela semble un peu fou, mais il y a un lien entre les deux. Prenons cela étape par étape. Au fait, environ 12 d'entre vous ont rejoint mon Patreon depuis la dernière vidéo, donc je suis très content de cela. J'avais une réserve de vidéos que j'ai faites avant de commencer à montrer mon visage sur la chaîne, et donc ce sont encore des vidéos sans visage, mais je vais les poster comme des exclusivités Patreon une fois par mois. La première vient de sortir, donc si vous voulez accéder à ce contenu exclusif plus tous les autres avantages, assurez-vous de rejoindre le Patreon aussi. Dans les élections présidentielles de 2016 et 2020, et selon toutes les prédictions, cela va se produire cette année aussi en 2024, les femmes ont joué un rôle clé dans la décision du gagnant. Le vote parmi les femmes est plus élevé que jamais et en fait supérieur à la participation masculine dans les deux élections. Si seules les femmes pouvaient voter, bien sûr, elles décideraient du gagnant parce qu'elles seraient les seules à avoir voté. Mais la différence d'un parti à l'autre serait absolument gigantesque. Je ne vais pas entrer dans les raisons de cela, je ne suis pas ici pour discuter de préférences politiques, mais ces statistiques montrent le pouvoir politique et l'influence que les femmes ont dans les élections d'aujourd'hui. Mais elles n'ont pas toujours eu ce pouvoir, et même si quelques femmes ont pu voter à l'époque de la Révolution américaine, juste lorsque les États-Unis sont devenus une nation souveraine, elles ont rapidement perdu ce droit et ne le récupéreraient que des centaines d'années plus tard, vers 1920. Au début, le droit de vote des femmes n'était pas clairement défini par la loi, leur accordant ce droit sans distinction de conditions. Le vote pour les femmes était très rare, et était généralement réservé aux veuves qui avaient hérité de la propriété de leur mari. Dans la première république du New Jersey, les femmes pouvaient voter jusqu'en 1807, ce qui était une exception très spécifique. Le droit de vote a été un droit durement acquis qui a nécessité des décennies de lutte, de protestation, de revendications et de sacrifices pour être sécurisé. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre comment les femmes ont réussi à obtenir le droit de vote aux États-Unis, comment ce processus est curieusement lié au développement du vélo moderne et comment le pouvoir électoral des femmes est aujourd'hui plus grand que jamais. À mes côtés dans cette vidéo se trouvera le Dr Erkab Zoumek, auteur et professeur à l'Université du Texas, qui se concentre sur l'histoire des États-Unis et qui est le créateur de Cleovis, l'outil de chronologie que je vais utiliser dans cette vidéo, ainsi que Evelyn Jackson, une autre universitaire qui travaille également avec Cleovis. Le parcours du suffrage des femmes aux États-Unis est une histoire de transformation politique, sociale et culturelle avec des symboles d'indépendance et de progrès émergeant de manière inattendue. Au XIXe siècle, l'un de ces symboles était assez drôlement le vélo. Car avant l'invention des vélos à pédales, la mobilité des femmes était physiquement limitée, un symbole, si vous voulez, de leur limitation sociale et politique également. Pendant une grande partie du XIXe siècle, les normes sociales dictaient que le comportement, la tenue et les mouvements des femmes soient restreints, adhérant à des idéaux victoriens rigides de féminité et de domesticité. Mais l'introduction des vélos, en particulier le vélo penny farthing et un peu plus tard le vélo de sécurité, a permis aux femmes de défier ces normes. Le vélo penny farthing, nommé d'après les pièces britanniques penny et farthing, le penny étant beaucoup plus grand que le farthing, avec sa roue avant énorme et sa petite roue arrière, n'était pas un véhicule facile à conduire. Il nécessitait équilibre et compétence et était assez dangereux pour les inexpérimentés. Malgré ces défis, il est devenu un symbole d'aventure et de liberté pour les hommes et les femmes. Il a permis aux individus de parcourir de plus grandes distances et de jouir d'un sentiment d'indépendance qui était auparavant inimaginable pour les femmes qui étaient souvent confinées à leur maison ou à des sphères sociales limitées. Le vélo représentait le début d'une rupture de ces rôles de genre traditionnels. Cela peut sembler ridicule aujourd'hui, mais cela montre à quel point la mobilité des femmes était sévèrement limitée à l'époque. Et supportez-moi une seconde ici avant que je n'arrive à la partie sur le suffrage de l'histoire, car le lien avec les vélos ne se termine pas ici. Car ce n'est qu'avec l'invention du vélo de sécurité dans les années 1880 que les femmes ont vraiment commencé à profiter du cyclisme. Le vélo de sécurité avec ses deux roues de taille égale, son cadre plus bas et sa posture plus droite, plus similaire au vélo que nous avons aujourd'hui, était beaucoup plus facile et plus sûr à conduire que son prédécesseur. Et il a rapidement gagné en popularité parmi les femmes, qui le voyaient comme un moyen d'obtenir une plus grande indépendance et mobilité. Ce changement dans les transports était plus qu'une simple avancée technologique.
C'était un symbole de libération. Susan B. Anthony, l'une des figures de proue du mouvement pour le suffrage des femmes, a remarqué de manière célèbre que le cyclisme a fait plus pour émanciper les femmes que toute autre chose dans le monde. Pour elle et beaucoup d'autres, le vélo était plus qu'un simple moyen de transport. C'était un outil pour briser les barrières sociales. Et alors que les vélos devenaient de plus en plus populaires, le mouvement politique pour le suffrage prenait également de l'ampleur. Anthony et Elizabeth Cady Stanton ont fondé l'Association nationale pour le suffrage des femmes. Cette organisation était audacieuse dans ses revendications pour l'égalité des droits, visant à modifier la Constitution des États-Unis. Constitution pour octroyer le droit de vote aux femmes. La National Women's Suffrage Association préconisait une solution fédérale à la privation de droits des femmes, estimant que la législation nationale était le moyen le plus efficace de garantir le droit de vote à toutes les femmes, quel que soit l'État dans lequel elles vivaient. Et en rendant évident que c'était un problème à l'échelle nationale, différentes associations ont commencé à être créées à travers le pays avec les mêmes objectifs ou des objectifs similaires. L'Association américaine pour le suffrage, sous la direction de Lucy Stone et Henry Blackwell, a choisi une autre voie. Elle a œuvré au niveau de l'État, faisant pression sur chaque État pour octroyer le droit de vote aux femmes. Bien qu'elles aient initialement fonctionné comme des organisations distinctes, elles ont finalement reconnu la force de l'unité et ont fusionné en 1890 pour former l'Association nationale américaine pour le suffrage des femmes. Si vous voulez, nous pouvons même faire un parallèle avec le vélo Granby ici comme une métaphore, si vous voulez. La grande roue de la National Women's Suffrage Association, qui voulait la législation nationale, s'est associée à la petite roue de l'American Women's Suffrage Association au niveau de l'État pour créer une nouvelle organisation qui, comme le vélo, a fait avancer les femmes. Cette fusion a été un moment décisif dans le mouvement pour le suffrage, créant un effort plus puissant et coordonné pour faire avancer l'idée d'accorder aux femmes le droit de vote. Et pendant cette période, les vélos ont continué à symboliser l'autonomie croissante des femmes. L'essor du vélo chez les femmes les a incitées à remettre en question les normes sociétales, notamment concernant les vêtements restrictifs. Les longues jupes traditionnelles portées par les femmes étaient peu pratiques et même dangereuses lorsqu'elles faisaient du vélo. L'adoption des bloomers, une forme de pantalon ample, a permis aux femmes de faire du vélo plus confortablement et en toute sécurité. Et bien que les bloomers étaient considérés comme scandaleux par de nombreuses personnes de la société de l'époque, ils sont rapidement devenus un symbole de ceux qui voulaient défier ces normes de genre restrictives. Parce que les femmes qui portaient des bloomers faisaient une déclaration, pas seulement dans la mode, mais sur leur droit de se déplacer librement et de participer à des activités qui avaient précédemment été restreintes et réservées aux hommes. Le terme « nouvelle femme » est apparu dans les médias populaires pour caractériser les femmes qui rejetaient ces normes de genre victoriennes traditionnelles. Pour eux, cette nouvelle femme participait à de nombreuses activités non conventionnelles pour l'époque, du cyclisme en portant des bloomers à l'engagement dans l'activisme politique. Salut tout le monde! Je m'appelle Dr. Erkab Zumek et je suis professeur d'histoire et également le créateur de ClearThis. Et je fais des recherches et j'enseigne sur l'histoire de l'innovation technologique et du changement social. Et je pense que l'une des connexions les plus intéressantes et inattendues entre une nouvelle technologie et le changement social est la manière dont les femmes ont adopté le vélo et comment cette adoption du vélo peut effectivement être liée à leur lutte pour le suffrage des femmes. Mais l'opposition à ces mouvements pour le suffrage était également assez forte et venait des deux côtés, des hommes et des femmes également. Beaucoup d'hommes pensaient que les femmes avaient besoin d'être protégées de la nature corrompue de la politique, craignant que cela ne perturbe leur rôle à la maison. Des groupes anti-suffrage comme l'Association nationale opposée au suffrage des femmes, dirigée par une femme, Josephine Dodge, soutenaient que le vote amènerait les femmes à négliger leur famille et leur communauté. Et certains pensaient que l'implication des femmes en politique brouillerait les rôles de genre qu'ils avaient tant besoin de définir. Bonjour, je m'appelle Evelyn Jackson. Une chose importante à reconnaître à propos du mouvement pour le suffrage des femmes, surtout lorsque vous essayez de le comprendre, c'est qu'il y avait bien sûr des gens qui y étaient opposés, en particulier parmi les femmes elles-mêmes, et la raison principale de cette opposition était que les individus qui étaient contre le mouvement pour le suffrage des femmes avaient l'impression que cela porterait un coup à la maison. Comme l'a dit un groupe de femmes de l'Oklahoma, elles avaient l'impression que cela allait détruire toute la base des familles américaines, parce que les femmes investiraient plus de temps et d'énergie en politique et que cela corromprait essentiellement leurs mœurs. Ceci est vraiment soutenu par un article de William Gregg dans le New York Times en 1918. Il a en fait dit que les femmes qui étaient choisissant de s'exprimer et d'avoir leurs droits politiques
et de participer au mouvement pour le suffrage des femmes déviait du concept original des deux sexes en Amérique, ce qui signifie qu'en fait, elles créaient leur propre troisième sexe en ayant une voix et en se mettant en avant. Et il est intéressant de noter que, même au sein du mouvement pour le suffrage, certaines femmes s'opposaient aux moyens par lesquels elles avançaient avec les protestations, qualifiant par exemple les marches qu'elles organisaient de peu féminines. Mais malgré l'opposition, le mouvement a continué à avancer. Frances Willard, une suffragette célèbre, a publié ses mémoires à succès, Une roue dans une roue, comment j'ai appris à faire du vélo. Dans le livre, Willard a qualifié le vélo de nouvel outil de pouvoir permettant aux femmes de s'engager dans un monde plus vaste. Willard était une défenseur de la tempérance, mais elle croyait aussi que la lutte pour le suffrage des femmes était profondément liée aux réformes morales et sociales nécessaires pour l'époque. Et bien sûr, ce n'étaient pas seulement les vélos qui ont poussé les femmes à se battre pour leur droit de vote. Si elles n'avaient pas été inventées, autre chose aurait joué ce rôle. Mais comme les choses se sont passées, les deux causes cadres sont devenues liées. Pourtant, toutes les suffragettes n'appréciaient pas cette association. Malgré tout, la plupart des femmes ayant adopté le cyclisme ont commencé à former des communautés autour de cette nouvelle activité. Des sociétés de cyclisme féminin ont commencé à émerger autour du XIXe siècle, offrant aux femmes un espace pour se rassembler, pratiquer cette activité ensemble, mais aussi partager leurs frustrations avec la société et, surtout, s'organiser. Ces sociétés n'étaient pas seulement axées sur le cyclisme, mais aussi sur la solidarité et le soutien mutuel dans la lutte plus large pour les droits des femmes. Le vélo est devenu un point de ralliement pour les femmes qui cherchaient une plus grande indépendance dans tous les aspects de la vie, y compris le droit de vote. Pour certaines femmes afro-américaines, c'était aussi un moyen de lutter pour leur propre égalité dans la société. Prenez Kitty Knox, une célèbre coureuse de vélo. À l'époque, une jeune femme afro-américaine a affirmé son droit de rejoindre une association de cyclisme entièrement blanche à Boston. Entre autres choses, elle a insisté pour utiliser un vélo commercialisé uniquement pour les hommes. Et en même temps, l'institution de Willard de l'Union chrétienne de tempérance des femmes nous montre également comment ce mouvement n'était pas exclusif à un groupe de femmes non conservatrices, c'était une cause commune à toutes. Et le rôle de l'UCTF dans le mouvement du suffrage ne peut vraiment pas être sous-estimé. Bien que l'organisation se concentrait principalement sur la tempérance, elle reconnaissait que les femmes avaient besoin du droit de vote pour influencer la politique publique sur des questions comme la régulation de l'alcool par exemple. Et cette organisation est devenue l'un des plus grands mouvements de suffrage aux États-Unis et a joué un rôle crucial dans la mobilisation des femmes pour la cause du suffrage. En le présentant comme une question morale, cela a aidé à élargir l'attrait du mouvement, attirant des femmes qui n'auraient peut-être pas autrement été impliquées dans l'activisme politique. Le lien entre le mouvement pour le suffrage des femmes et les bicyclettes a été davantage consolidé lorsqu'elles ont commencé à organiser des manifestations pour lutter pour ce droit. L'un des événements les plus significatifs a été la Parade du suffrage des femmes de 1913, organisée par Alice Paul au sein de l'Association nationale américaine pour le suffrage des femmes. La parade a eu lieu à Washington, district de Columbia, à la veille de l'inauguration du président Woodrow Wilson. Plus de 5000 femmes ont défilé sur l'avenue de Pennsylvanie pour revendiquer leur droit de vote. Certaines d'entre elles étaient à cheval et de manière pertinente, n'utilisaient pas une selle de côté, mais plutôt une selle ordinaire qui nécessitait l'utilisation de pantalons. Et cette parade était une puissante démonstration de la visibilité croissante et de la force du mouvement pour le suffrage. Et en arrière-plan de tout cela, l'innovation technologique continuait à jouer un rôle, notamment dans les vélos. Les frères Wright, qui deviendraient plus tard célèbres pour leur travail dans l'aviation, tenaient un magasin de vélos à la fin des années 1800. Leur travail dans la conception et la construction de vélos a contribué à leur compréhension de la mécanique, de l'équilibre et de l'aérodynamique, des connaissances qui se révéleraient plus tard essentielles dans leur quête pour construire le premier avion réussi. Si la contribution des frères Wright à l'aviation est bien connue, leur lien avec l'industrie du vélo rappelle à quel point le progrès technologique était étroitement lié au changement culturel plus large de l'époque. Et je pense qu'il est vraiment intéressant de se concentrer et de réfléchir à ces sortes de connexions uniques et à la manière dont la technologie contribue réellement au changement social, surtout aujourd'hui, à une époque où la technologie change à un rythme de plus en plus rapide et nous ne savons pas nécessairement quel type de changements sociaux nous allons obtenir. Et en fait, il y a un lien encore plus direct entre eux et le suffrage, car leur sœur Catherine Wright, qui travaillait comme leur manager, était également impliquée dans le mouvement pour le suffrage, et semble même avoir été une figure assez importante du mouvement dans l'Ohio. Et en parlant de réparation de vélos, Maria Ward a publié un livre pour apprendre aux femmes à réparer leur propre vélo.
Elles pensaient qu'en maîtrisant la machine à coudre, elles pourraient réparer leur vélo. Autant un manifeste qu'un manuel, il a conduit à plus de mobilité pour les femmes. L'apogée du mouvement pour le suffrage aux États-Unis est survenue avec l'adoption du 19e amendement aux États-Unis. Après des décennies d'activisme, de protestation et de lobbying, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1920. Aujourd'hui, l'héritage du mouvement pour le suffrage est évident dans le pouvoir politique que les femmes détiennent lors des élections. Dans les plus récentes, elles ont été une force décisive, avec de nombreux problèmes qui leur sont importants, prenant souvent le devant de la scène dans les campagnes nationales. Lors de l'élection de 2020, un nombre record de femmes ont été élues au Congrès et leur participation au vote était à son plus haut niveau. Alors que nous approchons de l'élection présidentielle de 2024, il est clair que le pouvoir des femmes qui votent sera plus important que jamais. Et le parcours allant de la conduite du vélo à Granby à l'émission d'un vote lors d'une élection est un témoignage de la force des femmes qui se sont battues pour le mouvement du suffrage. Leurs efforts ont posé les bases du pouvoir politique que les femmes détiennent aujourd'hui et, comme nous l'avons vu, en raison des problèmes qui leur sont si importants, un parti aurait un énorme avantage si seulement elles votaient, faisant basculer les États dans leur parti traditionnel, comme le Texas votant pour les démocrates ou même la Floride. Après l'approbation du 19e amendement, le magazine Life a célébré le suffrage des femmes avec cette couverture en l'an 1920 montrant la liberté serrant la main de la femme américaine. C'est ainsi que le mouvement pour le suffrage aux États-Unis est étroitement lié à l'invention et au développement du vélo, et comment tout cela a conduit à l'énorme influence politique et au pouvoir que les femmes ont aujourd'hui. Comme toujours, un grand merci à mes mécènes pour leur soutien direct, et je vous retrouverai tous la prochaine fois pour plus de connaissances générales. L'avion est tellement bruyant. Nous avons de nouvelles fenêtres, mais c'est toujours très bruyant. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je n'utilise pas une tasse Moomin, j'utilise cette tasse Prancing Pony du Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas aussi bien que prévu. Je pensais que ce serait en métal, et c'est comme une sorte de plastique, et la colle commence à se décoller. Mais de toute façon, c'est cool, c'est du Seigneur des Anneaux, donc